Béni soit l'égalité du temps de parole, car pour encore un mois, il est légal d'un Nicolas Sarkozy ou d'un François Hollande dans les médias, en tout cas. Mais au fait, qui connaît Monsieur Cheminade? De lui, on sait qu'il a déjà été candidat, c'était en 95, bilan 0,3% des voix et des comptes de campagne invalidés par le Conseil constitutionnel. Son CV indique qu'il a fait l'ENA, HEC, avant de faire carrière dans la haute fonction publique. Et puis c'est à peu près tout. Il se dit gaulliste de gauche, mais certains le classent plus volontiers à l'extrême droite. Son parti, là encore, c'est un mystère, ou presque. Plusieurs associations dénoncent ces dérives sectaires. Le reste, c'est-à-dire tout ou presque, eh bien on va tenter de l'éclaircir avec lui ce soir. Bonsoir à vous, Monsieur Cheminade. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va vous poser des questions d'actualité, des questions sur votre programme également. Mais d'abord, on voulait commencer un petit peu à vous poser quelques questions sur vous, alors que les Français vous connaissent peu, voire pas du tout pour certains. D'abord, vous vous situez où au niveau de l'échiquier politique? Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous êtes à l'extrême gauche, à l'extrême droite, vous êtes où? C'est une question qui me surprend toujours, parce que je suis président, donc j'étais président, puisque pour la présidentielle j'ai démissionné, d'un parti qui s'appelle Solidarité et Progrès, qui est inscrit comme les autres partis politiques, et qui rend des comptes tous les ans à la Commission nationale des comptes de campagne, de financement politique. Donc tous les ans nous rendons compte, il y a des vérifications, il y a des statuts du parti, personne n'a été regardé, et on dit toujours... il y a des rumeurs, il y a des choses qui se passent. Mais vous c'est pour ça qu'on vous pose la question. Oui. Vous Moi, je me situe, je l'ai dit plusieurs fois, gaulliste de gauche, c'est-à-dire... De Gaulle disait un jour, gaulliste c'est déjà difficile, de gauche c'est encore plus difficile, et gaulliste de gauche alors, ça veut dire opposé à la droite du sol, du sang, de la race, toutes ces choses qui en France, souvent dans l'histoire, ont produit des monstres. Donc opposé à cela, c'est le de Gaulle du 18 juin 1940. Et de gauche, parce que je suis totalement de cœur avec le 18 juin 1954, Mendès France. Donc c'est de Gaulle et Mendès. Et c'est... Aujourd'hui, dire Sarkozy, lui, n'a jamais été gaulliste. Je crois qu'il n'a jamais été. Il a été opportuniste, mais pas gaulliste. Et quant à François Hollande, il manque un peu de caractère face à ces mondes de la finance qui dénoncent par ailleurs. Alors justement, pour mieux vous cerner, on voulait entendre votre position sur 3 thèmes de société qui sont des thèmes, disons, clivants, droite-gauche. Premier thème, la peine de mort, pour ou contre? Je suis tout à fait contre la peine de mort, j'ai toujours été. Le mariage gay, pour ou contre? Alors le mariage gay, j'ai une position différente. Je dis, pour moi, ce qui compte, en tant que président, c'est l'avenir des enfants. Donc je suis pour que les 2 personnes d'un couple, quel que soit ce couple, aient une autorité parentale sur leurs enfants. C'est premièrement. Deuxièmement, vous êtes pour l'adoption des couples gays, c'est ce que oui, vous nous dites? je suis pour l'adoption et l'autorité parentale des 2. D'accord. Parce qu'il y a une responsabilité vis-à-vis de l'avenir et vis-à-vis des enfants. Et dans la société où on est, il faut que cette responsabilité soit exercée. La deuxième, c'est qu'il y a une autre question dont on ne parle pas, qui est le don du sang. Les homosexuels sont bloqués dans leur désir de pouvoir le faire. Et moi, je dis, il faut traiter les gens, il faut vérifier s'ils sont sains pour donner leur sang, qu'ils soient homosexuels, hétérosexuels ou n'importe quoi. Donc il y a une grande injustice qui leur est faite. Maintenant, sur le mariage des homosexuels, je pense que c'est pas à moi d'en décider. C'est au Parlement, en fonction de l'état des mœurs, en faisant sa réflexion, de décider. Et vous avez un avis personnel? J'ai un avis personnel. Je pense que c'est une chose qui, d'un côté, me choque, parce que pour moi, le mariage, c'est le mariage d'un homme et d'une femme. Ceci dit, il y a un état des mœurs. Et s'il doit évoluer, c'est pas à moi de décider. Troisième position, la proposition de François Hollande de taxer à 75% les revenus qui dépassent 1 million d'euros, pour ou contre? Tout à fait pour, en le faisant mieux, c'est-à-dire en faisant la réforme Piketty, c'est-à-dire la CSG et l'impôt sur le revenu en faisant un seul impôt et en allant vite. Thomas Piketty, économiste proche du Parti socialiste. Oui, mais en allant plus vite que lui. Lui, il veut le faire comme tout, en plusieurs étapes. Moi, je crois que ces choses-là, il faut les faire vite, parce qu'on est dans une crise très grave dans le monde et qu'on ne peut pas attendre. Voici les visages des 9 autres candidats à l'élection présidentielle retenus par le Conseil constitutionnel. Vous les voyez sur l'image. Pour qui vous pourriez appeler à voter pour le second tour? De qui vous vous sentez proche? Je me sentirais proche, je dirais, du combat de beaucoup d'entre eux. Je ne fais quelqu'un qui s'engage en politique est pour moi déjà quelqu'un de respectable. Il reçoit beaucoup de coups. J'en ai reçu plus que les autres, je suis bien placé pour le dire. Si François Hollande avait plus de caractère dans un deuxième tour, il a dit, et c'est vrai, il y aura Sarkozy ou moi. Bon, je me désisterai certainement pas pour Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, je me désisterai pour personne. Je dirais pas, personne n'est propriétaire de ses électeurs. Mais je dirais pour qui je voterai. Et si François Hollande a plus de caractère, je voterai pour lui. S'il continue à dire, comme Sigmar Gabriel, le dirigeant du SPD allemand, que c'est au peuple de décider et pas au monde de la City et de Wall Street, il a utilisé les mêmes mots qu'il y aura sur notre affiche, un monde sans la City ni Wall Street, oui,
Mais il y a un problème chez tous ces gens-là, il y a un problème, c'est qu'ils ne conçoivent pas ce qu'est la technologie et la science. Moi, je suis pour le nucléaire, je suis pour le nucléaire, la physique du nucléaire et les inventions de la 4e génération de réacteurs, le futur. Aucun de ces candidats de gauche n'a ce sens-là parce qu'ils ont perdu le sens de ce qu'était la science qu'ils avaient au moment de la libération. Vous dites que vous avez pris plus de coups que les 9 candidats qu'on vous a montrés. Vous avez le sentiment d'avoir pris plus de coups que quelqu'un, Nicolas Sarkozy, par exemple. C'est le rejet, oui. C'est le rejet par le Conseil constitutionnel de compte de campagne dans des conditions qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Moi, je pense que le Conseil constitutionnel ayant admis les comptes de Balladur et de Chirac à l'époque, nous trouvons dans une époque où la France repose sur un système politique farfelu. Parce que le Conseil constitutionnel n'a pas appliqué la loi, parce qu'ils ont dit qu'il ne fallait pas, parce qu'il y avait l'opinion, parce qu'il y avait ceci, il y avait ça, il y avait les influences. Donc ils ont accepté ces 2 comptes de campagne qui devaient être rejetés, et ils ont rejeté le mien en s'asseyant sur le Code civil, en disant vous avez fait des prêts de personnes physiques, sans intérêt, ça dénote une intention donatrice, en qualifiant don, il y a trop de dons. Donc en réalité, le Code civil dit, un prêt se caractérise parce qu'il faut rembourser, et avec ou sans intérêt. Jacques Cheminade, on vous présente parfois comme un représentant en France du milliardaire sulfureux américain Lyndon LaRouche, qui pense que les Américains ont organisé eux-mêmes les attentats du 11 septembre, qui compare Barack Obama à Hitler, qui estime que le bilan de la Shoah a été surévalué par les historiens. Quels sont vos liens avec lui? Est-ce que c'est un ami, un inspirateur, un mentor, un financier? Alors vous faites toute une série de définitions qui sont fausses. Alors expliquez-moi. La première, c'est qu'il n'est pas milliardaire. Il est millionnaire. Il est pauvre. Il n'est pas millionnaire non plus. Il est pauvre, comme moi. Bon. C'est la première chose. Ensuite, il est sulfureux, oui, par rapport aux institutions financières de Wall Street et par rapport à tous les intérêts qui ont pris le contrôle du fonctionnement de la vie publique aux États-Unis aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il condamne Obama, en disant Obama, au lieu de faire la politique qu'on pouvait attendre de lui, et au début, LaRouche lui-même a attendu qu'Obama fasse autre chose. Puis très vite, il a dit non, il ne va pas le faire. Et c'est là qu'il a été l'imprécateur du système d'Obama, en disant voilà quelqu'un qui a pris d'abord comme conseiller des gens dont on m'a dit ici en France qu'on les connaissait peu, qui sont Geithner, qui sont Summers, qui sont Herzog, qui étaient des gens qui, même un Fukuyama, qui était un démocrate, a dit mais je suis surpris qu'il ait pris ces gens-là, qui sont totalement contraires à la politique qu'il avait promis. Donc ça c'est le départ. Et puis de peu à peu, on en vient au saccage social, on en fait la pression financière. La question c'est vos relations avec LaRouche, c'est pas tant lui. C'est un ami, c'est pas du tout. C'est pas un financier. Je vais parler. À vrai dire, une fois en un an, on m'a dit que ça pouvait pas être vrai. C'est vrai, mais il y a une communication qui est au niveau des idées, au niveau d'un échange d'informations, de documents. Il ne finance pas votre candidature à l'élection. Pardon ? Il ne finance pas votre candidature à l'élection. Sûrement pas. Il n'y a pas de quoi d'abord, et ensuite je ne le voudrais pas. Comment vous la financez? Avec quel argent? Ça coûte cher de faire campagne. Vous savez, il y a une injustice qu'on ne connaît pas. On peut financer une campagne présidentielle donnant droit à remboursement qu'à sa fortune personnelle sans plafond. Donc si on est riche, ça va bien. Il y a les prêts des banques. Si vous êtes bien vu par les banques, elles vous financent. Ouais. Bon, c'est pas notre cas. Et il y a les prêts de partis politiques. Alors là, oui, Solidarité et Progrès est un parti politique. Il y a des gens aussi qui font des dons directs à la campagne. Avec ça, on finance. Il y aura les 153 000 euros d'avance de l'État, oui. Plus, probablement, dès qu'on aura ça, un prêt des banques. Alors beaucoup ont voulu m'empêcher d'avoir ces 153 000 euros. Oui. On va passer si vous voulez, aux questions d'actualité. Le gouvernement envisage de puiser dans les réserves stratégiques de la France pour faire baisser les prix de l'essence. On va écouter Éric Besson et on vous entendra ensuite sur cette idée. Ça ne peut se faire qu'en concertation avec nos amis et nos partenaires. Les États-Unis, le Royaume-Uni l'ont demandé à l'Agence internationale de l'énergie et nous avons dit que nous étions prêts à l'analyser et à le faire avec eux le cas échéant. Ce que nous avons déjà fait il y a quelques mois. Donc ça ne peut pas être une décision unilatérale. Si on veut que ça ait de l'impact, il faut le faire collectivement et nous y sommes disposés en concertation avec nos partenaires. Alors, est-ce qu'il faut, pour baisser les prix de l'essence à la pompe qui explose ces dernières semaines, est-ce qu'il faut puiser dans nos réserves stratégiques? En 2 temps. On peut faire un parti ça, mais ça ne suffira pas. Il n'y aura pas cet accord international donc par Éric Besson. On peut bloquer les prix. Le Code du commerce nous permet à 6 mois. Ça, c'est la proposition de François Hollande. Ou la TIPP, ou jouer sur la TIPP. Ouais. Bon, tout ça, ce ne sont pas des solutions. C'est du court terme pour tenter d'arrêter un processus immédiat. Maintenant, la vraie solution, c'est que les États reviennent, qu'on ne mette pas le pétrole en spéculation constante. Vous savez qu'entre le moment où une cargaison part et le moment où elle arrive, le prix varie 13, 14, 15 fois. C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de jouer avec ce qui nous sert à nous transporter, à être mobile. On ne peut pas jouer sur ça.
ça qu'on ne peut pas jouer sur ce comment qui on se arrête mange. la spéculation? Il faut que les États fassent des contrats à long terme avec les États producteurs. Alors évidemment, là, on a laissé le prix de l'essence, en particulier, entre les mains de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de nos amis là-bas. Et c'est là que ça fait une situation qui est, à mon avis, inconcevable. Enfin, on a laissé les prix aux mains de ces pays, en même temps, c'est eux qui le produisent. C'est eux qui produisent, les puits de pétrole sont là-bas. Donc c'est difficile d'aller leur dire baissez vos prix. Oui, mais pour qui, avec quels intérêts? Il y a des associations d'intérêts très curieux avec l'Arabie Saoudite, qui est un État les plus inégalitaires au monde, les plus racistes et les plus extrêmes. Et avec eux, ça te va très bien, on négocie, on fait des arrangements. Moi, j'aurais une politique très différente vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, comme vis-à-vis du Qatar. On est les grands amis du Qatar, bientôt il y aura Paris, c'est un Qatar. Quelle sera votre politique à l'égard de l'Arabie et du Qatar? Ça sera une politique dure, je dirais. On ne vous accorde plus les avantages qu'on vous accorde. Le Qatar ne peut pas commencer à tout acheter en France. Vous coupez les relations diplomatiques avec le Qatar? Non, je ne coupe pas les relations diplomatiques. Je leur dis, vous arrêtez. Et vous ne pouvez plus continuer à acheter des actions chez Lagardère, acheter des actions ailleurs. Et moi, si vous voulez, personnellement, je n'aime ni le salafisme dur de l'Arabie Saoudite, ni le salafisme mou d'un État comme au Qatar, où les gens qui arrivent se voient confisquer leur passeport, on leur donne qu'à la sortie, et on les paye 300 € par mois, alors que les citoyens du Qatar gagnent des sommes énormes. Le salafisme, vous voulez dire l'islam, en fait? Parce que le salafisme, c'est la version extrême de l'islam. Ah oui, mais le wahhabisme d'Arabie Saoudite est cousin germain, et celui du Qatar est, disons, cousin du cousin germain. Jacques Cheminade, c'est la première fois que vous venez dans cette émission. On va donc vous présenter la séquence qui arrive. Ça s'appelle le triptyque. 3 images d'actualité. Vous en choisissez une, celle que vous souhaitez commenter. On commence par... Un pharmacien sur 2 donnerait de mauvais conseils. Résultat d'une enquête de l'UFC. Que choisir? Faut-il mieux les surveiller, les pharmacies, les pharmaciens? Premier thème. Ils ont commencé à marcher aujourd'hui sur Paris. Plusieurs dizaines de salariés de Florange ont entamé aujourd'hui une marche de l'acier pour sauver leur usine. Est-ce que vous les soutenez? Et puis le pape Benoît XVI qui s'apprête à rencontrer Fidel Castro lors de son voyage à Cuba. Entre le marxiste et le pape, vous vous sentez le plus proche duquel des deux? Les pharmacies, les ArcelorMittal ou le pape à Cuba? C'est Florange et le pape. Florange, parce que je suis très attaché à la Lorraine. Nous sommes longtemps battus en tant qu'organisation, en tant que mouvement dans le passé, pour qu'il y ait une politique qui permette de garder la production en Lorraine pour exporter vis-à-vis des pays du Sud et pour leur donner de quoi s'équiper. Ça n'a pas été fait et peu à peu, toute l'industrie s'est désagrégée en Lorraine. Et je pense que ces gens de Florange, non seulement on les a trompés, on les a bafoués, mais on leur a envoyé des gaz lacrymogènes dessus. Donc c'est une injustice totale. Et on avait vu Grandrange, maintenant on va voir Florange, et c'est la fin. C'est la fin d'une France industrielle. Il faut revenir à une France industrielle. Alors le pape et Fidel Castro, en 30 secondes, tous les deux ont dit qu'il y avait un danger dans le monde de guerre. Et ça correspond tout à fait à ce que je pense. On est dans une situation où ce système financier qui avance en détruisant tout créera les conditions de la guerre de tous contre tous. Voilà, vous êtes un peu la synthèse entre Fidel Castro et Benoît XVI. On va en venir maintenant aux 2 affaires du moment, l'affaire DSK et l'affaire Bettencourt. D'abord DSK, nouvelle audience, première audience ce soir au civil à New York. Est-ce que pour vous, il y a de l'acharnement contre lui, ou est-ce que vous dites, finalement, comme toute la classe politique, il faut laisser la justice faire son travail? Je n'ai jamais eu de sympathie pour Dominique Strauss-Kahn. Je pense que le viol qu'il a fait des nations du Sud quand il dirigeait le FMI et qu'elle continue à faire, c'est beaucoup plus grave que le reste. Et ce qu'il a fait, disons, doit être suivi par la justice. Et il ne faut pas s'acharner, il faut simplement qu'il soit prévenu et qu'on suive et qu'on voit. Ceci dit, je finis par avoir de la compassion pour lui, parce que partout on exhibe son image et on le fait de façon, disons, parfois excessive. Mais j'ai aucune sympathie pour lui, je le dis, en tant que personne humaine, harcelée, et je trouve que trop, parfois c'est trop. Et ça, c'est l'affaire qui embarrasse un petit peu le Parti socialiste. Il y a une affaire qui embarrasse l'UMP particulièrement. C'est l'affaire Bettencourt. L'ancien gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt, Patrice Demestre, est en détention provisoire depuis vendredi dernier. Il aurait participé à un financement occulte de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Alors, certains à gauche, comme Ségolène Royal, demandent la levée de l'immunité diplomatique de Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen aussi le demande. Écoutez. Est-ce que vous demandez la levée de l'immunité de Nicolas Sarkozy ? Oui, j'ai fini par me poser la question de savoir si Ségolène Royal n'avait pas raison et si cette énergie déployée ne vise pas, comme d'ailleurs Jacques Chirac en son temps, à se préserver des poursuites de la justice pendant les 5 années qui viennent. Est-ce qu'il faut lever l'immunité de Nicolas Sarkozy? Non, en pleine campagne, je ne le ferai certainement pas. Ceci dit, lorsqu'en 1996, nous avons dit il y a une affaire trouble dans cette décision du Conseil constitutionnel. Il y a de l'argent qui est venu dans la campagne de M. Balladur, dont
M. Sarkozy était le porte-parole et à la fin veillait sur la trésorerie. Là, vous parlez tout le monde le sait. Pardon, vous parlez de l'affaire Karachi. L'affaire de Karachi. Là, c'était en l'occurrence sur l'affaire Bettencourt. Mais ce que je veux dire, c'est quand il y a eu... Oui, je sais. Ouais. Mais quand il y a eu cette affaire scandaleuse, personne n'a voulu s'en occuper et ça réapparaît maintenant grâce au courage du juge Van Ruynbeck et de quelques autres. Aujourd'hui, sur cette affaire Bettencourt, qui est elle aussi scandaleuse, je ne vois pas comment Nicolas Sarkozy, pourrait être mis directement en cause. Patrice Demestre, oui, c'est bien qu'il lui soit arrivé ce qui lui est arrivé, parce que, vous savez, ses intérêts mêlés, curieux dans l'oligarchie française, où Patrice Demestre a épousé l'ancienne femme de Bernard Arnault, etc. Il y a tout un milieu d'affaires, tout un milieu financier là, qui est extrêmement malsain. Donc si on peut aller y voir à travers cette affaire Bettencourt, c'est bien. Et je dois dire, tout le passé de la famille Bettencourt, l'affaire Schuller, le soutien à Mitterrand, etc., c'est tout un domaine pas très glorieux de notre politique. Il nous reste 5 minutes pour aborder votre programme et répondre à cette question qui nous est posée par un internaute via notre partenaire Yahoo. Aujourd'hui, c'est Rob H qui vous demande, est-ce que vous êtes prêt à arrêter le programme éolien qu'il juge excessivement coûteux? Oui, absolument. Je pense que l'avenir, ce n'est pas l'éolien et tout le béton qu'on dépense et ces immenses hélices, parce que moi, mon critère, on m'a interrogé à plusieurs reprises sur ça, tant dans le domaine énergétique que dans le domaine technologique, c'est produire plus sur une surface moindre, avec moins d'êtres humains et moins de matière utilisée. Ça veut dire, évidemment, les ressources de la physique nucléaire. Comment est-ce qu'on peut avancer? Pas en restant à l'EPR où on est, en allant de l'avant dans les réacteurs de la 4e génération et à terme la fusion thermonucléaire contrôlée. Pas seulement ITER, on a trop dépensé à mon avis sur ITER. Il fallait explorer le confinement inertiel et la fusion par laser, qui est plus prometteuse. Alors là, vous avez donc il y a une exploration de tout ça. Qui ne comprennent absolument rien, parce que l'EPR c'est le nucléaire de nouvelle génération, de future génération, c'est la 3e. C'est Cadarache, mais alors après on vous suit plus. Oui, parce que ces questions-là n'ont pas fait l'objet d'une pédagogie en France. Et la 4e génération, c'est des réacteurs qui sont pour la plupart à sécurité intrinsèque, c'est-à-dire que lorsque la réaction se produit et qu'il y a surchauffe, à ce moment-là, il n'y a pas de chaleur résiduelle qui peut faire que la réaction continue, la réaction s'arrête. Et ça, c'est les réacteurs à haute température. Et c'est également ce qui est très prometteur. Il y a un laboratoire à Grenoble qui le fait. C'est d'utiliser quelque chose de beaucoup plus abondant que l'uranium qui s'appelle le thorium et qu'on pourrait utiliser pour faire des réacteurs dits à sel fondu. Donc il y a tout un domaine. Alors ça ne vaut pas la peine de s'arrêter dans les détails. Ça pourrait être expliqué. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'il y a des choses de l'avenir qui peuvent produire mieux. Alors ça c'était pour le nucléaire, c'est complet, en tout cas votre position est complète. Autre mesure de votre programme, la conquête spatiale, vous envisagez, vous avez envie d'aller coloniser la Lune et Mars. Je n'ai jamais parlé de conquête, j'ai dit exploration. C'est nous on a dit conquête spatiale et vous dites allez explorer. Exploration et aller y voir plus loin. La Lune, Mars et pourquoi pas Pluton. Pourquoi? Parce que d'abord, ça existe. Et l'être humain, quand quelque chose existe, veut toujours aller y voir. Il y a une forme de curiosité créatrice de l'être humain qui est comme ça. Et cette curiosité, à l'époque de Kennedy et de Gagarine, on trouvait que c'était normal. Aujourd'hui, on trouve beaucoup moins parce qu'on vit dans l'éternel présent, dans une société émotionnelle de l'immédiat. Il faut redonner une vision longue à la société où on vit. Et ça, l'espace, ça ne peut être qu'un objectif commun de l'humanité. Si on associe les pays du monde dans cette exploration spatiale, on pensera plus... on pensera moins à se battre sur Terre. Parce qu'en se battant, s'il y a un monde de ressources limitées, un monde où le financier l'emporte sur le productif, comme c'est le monde où nous vivons, il y a moins de ressources, donc il y a une part du gâteau qui se rétrécit, on se fait la guerre pour garder une part de ce gâteau. Donc on en est là dans l'histoire. Donc autant aller voir ailleurs si c'est mieux. Non, pas aller voir ailleurs. Aller essayer de découvrir quelque chose qui nous donnera plus sur notre propre histoire, parce qu'on connaît l'histoire des autres, qu'on connaît la sienne, et aller voir sur la Lune, avec un observatoire d'abord, aller voir plus loin pour voir ces fameuses planètes qui ressembleraient à la Terre et qu'aujourd'hui on ne peut pas détecter depuis la Terre. Jacques Cheminade, il y a d'autres mesures, disons peut-être plus anecdotiques dans votre programme. On va en citer 2, le retour des chants de chorale à l'école et le retour du français de Rabelais également à l'école. Alors écoutez, parce que sur ce point-là précisément, Nicolas Sarkozy vous a devancé. Alors oui, je veux apporter des réponses qu'on ne comprendra pas dans un certain nombre de cercles dirigeants. Des réponses qu'on va regarder avec cette méprisance, cette attitude hautaine. Je veux dire une chose, c'est que dans un monde en crise, dans une société en crise, il y a un besoin renouvelé de frontières.
Voilà, la méprisance de Nicolas Sarkozy. On a ouvert nos dictionnaires de vieux français avec Léa, ça existait bien, du 9e au 14e siècle, si je ne dis pas de bêtises. Sérieusement, plus sérieusement, pourquoi parler le vieux français à l'école? Parce que c'est toujours aux marges qu'une société se définit. Alors, il y a un français qui est assez mort, formel, déterminé par les formules, la grammaire, une certaine rhétorique, un peu à la Mélenchon, qu'on enseigne à l'école. Et puis, il y a le français vivant, celui de Rabelais. Et aujourd'hui, ce français vivant, comment peut-il être poussé, comment peut-il être créé? Alors, je propose que, par exemple, dans les Antilles, et j'aime beaucoup Patrick Chamoiseau, par exemple, qui est très créateur dans l'esprit de Rabelais, dans les Antilles, le créole, eh bien, il y a un enseignement de 2 heures obligatoire à l'école, pour qu'il y ait ce lien entre la famille, l'école, et qu'on enrichisse le langage. Pour ça, il faut des passeurs. Et il y a des passeurs qui font passer cette création dans la langue vivante. Alors, ce qui me choque, moi, chez Nicolas Sarkozy, et je l'ai déjà dit ce matin, c'est que son écrivain préféré, contemporain ou moderne, soit Louis-Ferdinand Céline. Pour moi, Céline, c'est un écrivain abominablement antisémite, et je ne peux pas supporter de lire Céline. Et puis, aussi, c'est quelqu'un qui prend un plaisir pervers à détruire le langage. Pas à en construire un nouveau, à jouer avec comme Rabelais. C'est un destructeur. Vous avez lu Céline? Oui, bien sûr. Voyage au bout de la nuit. Vous n'êtes pas sensible à son style très parlé? Si, je trouve que c'est une façon très brillante de détruire la langue. Mais de détruire la langue, pas de la créer. Rabelais plus que Céline et Benoît XVI autant que Fidel Castro. Non, avec Fidel Castro. Avec Fidel Castro. Merci à vous. Merci Jacques Cheminade. Jacques Cheminade, à Merci nouveau beaucoup. journal dans quelques instants sur iTélé. Restez avec nous.